Donc je vais commencer par vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc moi je suis médium, donc c'est-à-dire que je vais avoir la capacité de voir, de sentir et de ressentir. Donc aujourd'hui vous êtes venu pour un contact médiumnique, ça va bien se passer. On va prendre le temps. Donc pendant le contact médiumnique, je vais pouvoir ressentir des choses, je vais pouvoir aussi visualiser des choses que je vais vous retranscrire. Alors, on enregistre aujourd'hui, donc du coup, vous pourrez regarder après, parce que souvent, sur l'instant, l'émotion est importante et du coup, on ne retient pas forcément, ou on ne comprend pas. Il y a certains détails que je peux vous dire dans une séance, sur l'instant, ça ne va pas du tout vous parler, et puis peut-être que dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 1 an, vous vous direz, mais oui, c'est vrai, elle m'avait parlé de ça. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous ne comprenez pas tout aujourd'hui, c'est normal. En plus, je sais que quand on vient comme ça pour une séance, il y a plusieurs émotions qui se télescopent et du coup, on ne sait pas trop, la joie, la peur aussi, hein, bien sûr. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal si vous ne comprenez pas tout aujourd'hui. Ok? Moi, j'ai 2 personnes qui sont là aujourd'hui avec vous. La première, c'est une femme qui est âgée, qui est partie parce qu'elle a dû avoir un problème au niveau du bas-ventre. Et j'ai aussi une petite fille qui est là. Je vais vous laisser me sortir les photos et puis on va regarder. Alors, je vais essayer de me concentrer un petit peu sur Léa, parce qu'elle est en train d'essayer de me montrer quelque chose. Je vais prendre la photo avec moi. Elle me montre un col d'un vêtement qui est blanc. J'hésite à dire que c'est Pour moi, c'est une robe. Pour moi, c'est une petite robe qu'elle porte, qui est blanche. Et il y a un petit col qui est un petit peu avec découpé comme ça, avec des petites formes autour de son col. Et sur le col, elle a une coccinelle. Elle a une petite coccinelle qui est accrochée sur son col, comme une broche ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment tout petit. Et elle est en train de me dire que la coccinelle s'est envolée avec elle. Souvent, on me pose cette question. On me demande, mais c'est quoi médium? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a tellement de confusion entre la voyance, la médiumnité, l'astrologie. Enfin, c'est tellement vaste comme domaine que c'est vrai que dire je suis médium, il y a des personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la médiumnité, ça consiste en quoi. Et quand je suis amenée à expliquer ça à quelqu'un qui ne connaît vraiment rien dans ce domaine-là, je vais hésiter à présenter la médiumnité comme une capacité extraordinaire, un don du ciel, un don de Dieu. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas pour qui, je ne sais pas pourquoi. Ou alors l'exposer plutôt comme une sorte de malédiction. Parce que finalement, c'est pas quelque chose qui est facile à vivre quotidiennement. C'est même quelque chose de très difficile à vivre quotidiennement. Moi, je suis née médium, j'ai absolument rien demandé, je suis née comme ça. J'ai un packaging qui a été livré entièrement quand je suis venue au monde, avec une médiumnité qui est complète. Au début, quand on est enfant et quand on est médium, quand on a ces perceptions-là, on a tendance à croire que tout le monde est pareil, que c'est la normalité de sentir, de ressentir des lieux, des objets, des choses, des gens. Pour moi, c'était complètement normal. Et puis au fur et à mesure des expériences, au fur et à mesure du vécu, on se rend compte que finalement, c'est sûrement les autres qui ont un problème, parce qu'ils ne voient pas ce que moi je vois, et personne ne semble réagir à ce qui se passe. Donc j'ai tout un petit moment de vie comme ça où je me dis... il y a peut-être un truc, c'est peut-être les autres en fait qui ont un problème. Parce que quand on a ces perceptions-là en étant enfant, c'est très compliqué d'en parler.
parce que bien sûr j'ai des réactions qui sont certainement bizarres, mais pour autant on fait pas trop attention quand même à certaines choses qui aujourd'hui avec le recul me paraissent énormes, quoi. Je me dis mais je comprends pas que personne n'a réagi en se disant mais elle est quand même bizarre cette enfant. Il y a un truc quand même, il y a quelque chose qui va pas. Et en parler chez moi, en parler dans ma famille, c'est très compliqué. J'ai grandi dans un contexte familial qui était un petit peu compliqué. Je suis très très proche de ma maman, ça c'est sûr, parce qu'elle a toujours été très proche de ses enfants, mais pour autant, je pense qu'elle a très peur de la mort, hein. Elle a une histoire de vie elle-même qui est quand même assez lourde. C'est la seule survivante finalement de son côté à elle. Elle a perdu ses parents, elle a perdu ses frères. Elle a un rapport à la mort qui est assez compliqué. C'est une femme, aujourd'hui j'analyse ça comme ça, mais je me rends compte que ma maman était très angoissée de la vie, très très peur pour ses enfants, très très peur qu'il nous arrive quelque chose. Il fallait toujours appeler quand on arrivait, il fallait toujours la rassurer en lui disant ça va, t'inquiète pas, on est arrivé à bon port, tout va bien. Donc je pense qu'elle a eu une histoire de vie qui a fait que elle avait très très peur de la mort. Donc je me souviens enfant, hein, quand elle voyait quelque chose à la télé, un drame qui touchait une famille, elle était émue aux larmes. Donc elle était certainement, elle aussi, très sensible. Et quand on parlait d'un sujet comme la mort, c'était tout de suite très douloureux pour elle. Donc de lui dire que je voyais des choses, c'était pas forcément simple pour elle d'entendre. L'une de mes sœurs a peut-être été plus, je dirais, spectatrice de certains événements, de certains phénomènes peut-être aussi, et de certains changements d'humeur par rapport à mes réactions qui pouvaient changer très très vite, ou qui pouvaient être très spontanées du coup, parce qu'on n'avait que 5 ans d'écart, donc on était relativement proches dans l'âge. Mais à ce moment-là, on est quand même dans les années 80. Et dans les années 80, on n'a pas forcément un accès à l'information comme on a aujourd'hui. Donc c'était pas du tout la même chose, c'était pas les mêmes conditions. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une ouverture vers l'information qui est telle, avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec plein de choses, qu'on a quand même accès à beaucoup de choses. Alors que dans les années 80, on n'avait pas tout ça. Donc vous êtes enfant, vous vivez plein de choses, vous en parlez très peu. Et on verra quoi. On verra. J'ai à peu près 3 ans, je suis scolarisée comme tous les enfants de mon âge, hein, je vais rentrer à l'école. Et là, il y a quand même un hasard incroyable, c'est que je vais être scolarisée dans une école qui a servi d'ancien hôpital de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui fait que là, pour le coup, ça va s'accélérer parce que je vais être confrontée tous les jours à des scènes horribles et à des visions horribles. Et c'est là que je vais me rendre compte que les autres enfants n'ont pas les mêmes réactions que moi. Il y a quelque chose qui colle pas. Moi, ce que je vois me terrorise et eux, ça a l'air de ne rien leur faire. Et c'est là que je vais commencer à me poser des questions. Tous les jours, je vais à l'école et j'emprunte un espèce de petit sentier. En fait, le seul sentier qui a accès à l'école, c'est une bande bitumée qui fait à peu près 40-50 mètres, dans mon souvenir. Et c'est le seul accès piéton à l'entrée de l'école. Donc on est obligé de passer par là, il n'y a pas le choix. C'est l'entrée de l'école qui est fait comme ça. Et tous les matins et tous les soirs, chaque fois que j'emprunte ce sentier, je vois des corps qui sont cachés par des draps blancs. Je vois des gens qui sont assis par terre, je vois des gens qui pleurent, je vois des gens qui crient, je vois des gens qui hurlent, je vois des gens comme ça qui bordent cette espèce de sentier. Et ça, je vais le supporter tous les matins et tous les soirs.
à chaque fois que j'entre et que je sors de l'école. Pendant les siestes, l'après-midi, les élèves sont tous rassemblés dans une espèce de grande salle où on met des matelas de fortune par terre pour faire les siestes. Et moi, je peux pas dormir, en fait. Je peux pas dormir, c'est impossible de dormir. Parce que j'entends des gens qui râlent, j'entends des gens qui pleurent, j'entends des cris, j'entends des coups dans les murs, j'entends des bagarres, des gens qui crient, qui demandent de l'aide. Donc je vois tous mes petits camarades qui s'endorment paisiblement. Et puis moi, en fait, je peux pas dormir, c'est impossible. Tous les jours, je vais voir des gens, je vais voir des personnes qui déambulent dans les couloirs, qui sont dans le préau, dans la salle de classe, partout. Ils sont absolument partout. Et avec des visions traumatisantes. C'est-à-dire que c'est un hôpital de guerre. Donc en principe, les gens qui venaient là étaient quand même très amochés, très blessés. Donc on peut avoir aussi ces visions-là. Et moi, je me souviens de certaines visions qui étaient terrifiantes pour une enfant. Et tous les jours, je me tais. Tous les jours, je ne dis rien. Et c'est anecdotique, hein, parce que mon institutrice dira à la fin de l'année scolaire à ma mère qu'elle n'a jamais entendu le son de ma voix sur toute une année scolaire. On est dans les années 80, encore une fois. Dans les années 80, une enfant qui ne parle pas est une enfant qui est timide. Donc ça ne choque personne. Personne n'a été choqué ou interloqué de voir que pendant un an, personne n'a jamais entendu le son de ma voix. Et j'étais tellement terrorisée que je me suis complètement verrouillée au monde et que les interactions sociales normales ne se faisaient pas. J'étais observatrice pendant toute cette année scolaire. J'ai encore des flashs aujourd'hui et des visions, des souvenirs qui sont liés à cette première année. C'est énorme, hein, parce que j'avais 3 ans à l'époque. Et je me souviens que je me tais. Je fais silence et je ne dis rien. J'ai une santé qui est fragile. Je suis une enfant qui est souvent malade. Je suis asthmatique. Je suis allergique à absolument tout. Et je crois que le plus difficile, c'est les nuits, qui sont très agitées, avec beaucoup de cauchemars, beaucoup d'insomnie, beaucoup de problèmes dans le sommeil, avec des nuits très agitées, très fractionnées. Donc je suis considérée comme étant une couche-tard et une lève-tard, parce que très souvent je ne dors pas. Très souvent je vais attendre que le soleil se lève pour pouvoir fermer l'œil. Le plus terrifiant, c'est l'heure du coucher. C'est le moment où on sait que il va falloir aller se coucher. Donc on a beau retarder l'échéance, on a beau essayer de faire traîner, on a beau essayer de trouver tous les prétextes pour reculer le moment du coucher, on sait qu'à un moment donné, on va devoir y aller. Le plus tard possible, si on peut tenter, mais on va être obligé d'y aller. Et il y a des fois où on sait qu'on va aller se coucher, qu'on va avoir des difficultés pour s'endormir, mais que c'est faisable. Ça va, ça passe. Par contre, si on a senti qu'il y avait un changement d'ambiance, si on a senti qu'il y avait un changement d'énergie, on sait pertinemment que le coucher, ça va être difficile. Ça va être... on va pas forcément passer un bon moment. On le sait, on le sent. C'est aussi inexplicable soit-il, notre corps est capable de sentir et de ressentir des changements comme ça énergétiques qui nous disent que quand on va aller se coucher, on va pas être complètement seul dans la chambre. Mais fatalement, on finit toujours par aller se coucher, on finit toujours par se retrouver seul dans le noir,
et à l'affût, bien sûr, du moindre bruit, du moindre craquement, du moindre souffle, un peu suspect qu'il pourrait y avoir dans la pièce. En général, vous vous endormez avec l'interrupteur de la table de nuit dans la main parce que vous vous dites qu'au moindre problème, clac, vous pouvez allumer au cas où il se passe quelque chose. Hein. Et puis, vous attendez, quoi. Vous attendez de voir s'il y a quelque chose ou s'il n'y a rien. Et puis, c'est toujours impressionnant quand les yeux s'habituent à l'obscurité et que peu à peu, vous arrivez à distinguer les formes du mobilier, de la chambre, etc. Et que d'un coup, vous apercevez une silhouette d'1,90 m au pied de votre lit qui ressemble très fortement à un homme et que vous ne savez pas qui il est et vous ne savez pas ce qu'il fait là et vous ne savez pas pourquoi. Mais vous savez que son énergie n'est pas très bonne. Donc vous êtes terrorisé et vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est très impressionnant. Quand vous avez des visions comme ça, même aujourd'hui, même à l'âge de 39 ans que j'ai aujourd'hui, quand j'ai une silhouette comme ça qui m'apparaît, je peux pas dire que j'ai pas peur. Il y a la surprise, il y a le pourquoi, il y a le comment, il y a pour quelle raison, qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce que c'est. Je veux dire, c'est normal de réagir comme ça. Et c'est normal d'avoir peur. Pour moi, c'est tout à fait normal d'avoir peur. Quand on est médium et qu'on a la capacité de clairvoyance, on va pouvoir visualiser des ombres, des silhouettes, des personnes qui ont disparu de manière partielle, souvent. C'est ce qu'on appelle la matérialisation partielle d'une entité, avec la plupart du temps le visage, avec les traits du visage, pour qu'on puisse la reconnaître. Cette matérialisation, elle dépend surtout de l'énergie qu'a l'entité. Plus l'entité va avoir d'énergie, plus elle va être capable justement de se matérialiser en entier. Et on va avoir des visions beaucoup plus nettes selon la capacité énergétique de cette entité. En général, c'est assez furtif. Ça reste pas, quand on a affaire à un phénomène qui est physique, c'est assez furtif. L'entité a besoin de beaucoup d'énergie pour réussir à faire ça. Et une fois qu'elle l'a fait, floup, la batterie redescend à zéro et du coup c'est très rapide. On peut aussi avoir des visions, ce qu'on appelle les visions périphériques. Donc ça, c'est quand on voit quelque chose qui passe dans notre champ de vision, mais qu'on n'a pas le temps de déterminer clairement qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est une ombre? Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est une fatigue nerveuse, oculaire? Il y a toujours plein d'explications à explorer, bien sûr, mais la capacité de clairvoyance, c'est ça, c'est d'abord de pouvoir visualiser ces choses-là. La clairvoyance, c'est aussi de pouvoir capter des visions, des souvenirs qui sont liés à nos chers disparus, ou alors dans le cadre d'une voyance, pourquoi pas. On peut réussir à capter des flashs comme ça de la vie de quelqu'un, d'une action qu'elle a fait, quelque chose qui est arrivé chez elle, un fait plus ou moins grave, plus ou moins important. Ça peut aller de quelque chose de vraiment banal jusqu'à quelque chose de vraiment précis, un événement précis dans la vie de quelqu'un. La clairvoyance permet d'accéder à tout ce qui est, je dirais, visuel. Vous pouvez très bien, par clairvoyance, vous pouvez capter un événement dans la vie de quelqu'un que vous croisez comme ça dans la rue, quoi. Que vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Alors moi j'ai une connexion à tous les médiums, peut-être sont différents, hein, je sais pas. Mais en tout cas, moi je vais fonctionner au regard. Donc une fois que j'ai le regard d'une personne, la connexion s'établit. Je suis connectée. Donc je peux croiser quelqu'un dans une file d'attente, dans un supermarché ou dans la rue ou n'importe où. Une fois que j'ai cette connexion, je peux réussir à accéder à des souvenirs donc, qui appartiennent vraiment au passé pour le coup,
ou le présent de cette personne, l'état émotionnel de l'instant, ce qu'elle vit sur l'instant, et je peux aussi accéder éventuellement à quelque chose qui sera lié à son futur. La clairvoyance permet d'accéder à des choses qui sont extrêmement positives. On peut voir des choses qui sont extrêmement positives. Un mariage, une naissance, un moment de vie rempli de joie, d'amour, ça peut être très agréable. Mais ça peut aussi être beaucoup plus sombre, voire vraiment très désagréable. Quelqu'un qui, je sais pas moi, qui a vécu un viol par exemple. Vous êtes à côté d'une personne dans une file d'attente, vous la regardez, vous chopez son regard et vous avez rien demandé, hein, c'est même pas volontaire, c'est tchouk, la connexion elle est faite et ça y est, on vous montre que quand elle avait 6 ans, elle a été victime d'inceste. Dans mon prochain livre, je parle d'une femme qui m'a suivie pendant quelques années, de manière assez épisodique, et qui s'appelait Christine. Je décris dans ce livre les attaques telles que je les ai vécues sur l'instant, à ce moment-là. Et la manière, je dirais, où je tentais désespérément de comprendre pourquoi, comment, pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce qu'elle me veut, jusqu'où ça va aller, jusqu'où ça peut aller. Ça, c'était ma grande question. Je me demandais tout le temps jusqu'où ils peuvent aller. Dans l'attaque, dans le physique, mais aussi dans le psychisme, hein, parce que pour moi, on peut réussir à détruire une personne par le psychisme, il n'y a pas que le physique, bien évidemment. Parce que quand on est médium, on a une vie quand même qui est très différente, mais on a aussi une observation qui est très différente. Donc on essaie de comprendre beaucoup plus les choses qui sont liées à ce qu'on vit, bien évidemment, mais qui sont liées aussi à notre vie. La vie, la mort, la douleur, la peine, c'est plein de choses qui sont assez complexes à comprendre pour un enfant, puisqu'on va réussir à ressentir tout ça, tout ce qui est autour de nous. On a souvent l'impression d'être spectateur de notre propre vie. Moi, j'avais souvent l'impression d'avoir une vision des choses très différentes des enfants de mon âge. Je me sentais pas du tout en phase avec leurs préoccupations, leurs centres d'intérêt. J'avais une observation sur tout ce qui pouvait se passer dans une vie d'enfant, je veux dire. Tout ce qui peut se passer dans une cour d'école, les injustices, le rejet. Quelqu'un qui était rejeté, ça me faisait terriblement mal au cœur pour lui. Moi, j'avais mal pour les autres. J'étais hyper empathique, donc je souffrais à la place de l'autre. Aujourd'hui, j'arrive à réguler, mais quand on est enfant et qu'on ne comprend pas ce qui se passe, ben, on ne sait pas. L'hyper-empathie, c'est lié aussi à ce qu'on appelle la clairsentience, la capacité de sentir et de ressentir, qui est démultipliée chez un médium. On va souffrir pour les autres. Cette capacité va nous permettre de ressentir par écho les énergies qui sont sur une personne, qui sont sur un objet, sur un lieu. On va aller quelque part où il s'est passé quelque chose de dramatique, nous on va le sentir, on va être impacté de toute façon sur l'énergie du lieu. On va rencontrer une personne qui est colérique, on va se sentir avoir comme un besoin de se mettre en retrait. On va rencontrer une personne qui est dans la joie, elle va nous communiquer sa joie et on va se sentir extrêmement bien avec elle. Et ça peut être aussi sur des objets. Ça peut être dans des lieux, des objets, des choses. Tout ce qui est énergie peut être ressenti par la clairsentience. Quotidiennement, c'est vous allez au bureau, vous croisez un collègue et vous lui dites bonjour, coucou, ça va Il va répondre oui, ça va, parce que tout le monde répond oui, ça va. Quand on demande comment ça va, j'ai une réponse toute faite, oui, ça va, et toi? Et que, en fait, nous, on va comprendre que ça va pas. Parce qu'on a senti l'énergie, on a senti la personne qui est tendue, qui a peut-être eu alors ça peut juste se résumer à un réveil difficile, hein, c'est pas gravissime, mais on peut aussi sentir la personne qui est vraiment pas bien,
qui à l'intérieur est en train de vivre quelque chose qui va pas bien, ou qui a un problème de couple, un problème d'argent, un problème X ou Y, mais en tout cas qui fait que non, elle va pas bien. Elle va pas bien du tout, et nous on l'a senti. Il y a quelques années, on s'arrête sur le chemin des vacances sur une aire de repos dans une station-service, et on fait la fameuse pause café, allez, voilà. Bien, jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Et il y a un homme qui rentre d'un coup dans la station-service, complètement paniqué parce qu'il est étranger et qu'il s'est fait agresser sur le parking. Et là, moi, tout de suite, j'ai l'impression que c'est plus lui qui a été agressé, c'est presque moi qui ai été agressée. Je suis dans un état de panique. J'ai mal pour lui. J'ai l'impression à ce moment-là que ces émotions à lui, elles vont résonner chez moi. Et ça y est, j'ai mon rythme cardiaque qui s'accélère, j'ai mon estomac qui se noue, la gorge qui est nouée. Enfin, et je suis foudroyée sur place par ce qu'il est en train de vivre, alors que c'est pas moi, quoi. Il est désespéré, il est paniqué, etc. Et ça résonne chez moi. Et nous, bon bah voilà, après ça se passe, nous on s'en va, on reprend la voiture, on prend la route, et puis c'est fini. Pour les 3/4 des gens, c'est fini, on n'en parle plus. Sauf que pour moi, je reste là-dessus, et sur tout ce qui va se passer derrière. J'imagine tout ce qui peut se passer derrière, et j'arrive même à avoir des connexions en me disant, voilà, ce monsieur il vient d'Angleterre, sa famille elle est comme ci, c'est comme ça, machin. Enfin, je vais avoir plein d'infos qui vont me venir, alors que bon, bah, sur le coup, là pour le coup, ça va pas avoir beaucoup d'importance finalement, quand on réfléchit bien, mais la connexion, elle a été faite. Et du coup, moi, j'ai mis plusieurs heures à m'en remettre. J'ai mis plusieurs heures à me recentrer en me disant, non mais arrête, c'est pas toi, c'est bon, il y a eu le nécessaire a été fait, c'est bon, ça va bien se passer, rassure-toi, ça va. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va ressentir toutes les émotions et toutes les énergies fois 10 000. Nous, on n'est pas malheureux, on est effondré. On n'est pas heureux dans notre journée, on est explosif de joie et tout ça. On n'aime pas un petit peu, on aime intensément. Tout ce qu'on vit est intense et excessif. Ce qui fait de nous, en général, des gens excessifs. Moi, je suis excessive, je sais, dans mes ressentis, dans mon amour, dans mon affection, dans le don aussi que j'ai d'offrir, de donner aux gens. J'ai besoin de ça. Et c'est toute cette émotion-là que je peux stocker qui est perturbante. C'est extrêmement perturbant quand on subit ça, quand on n'arrive pas à se l'expliquer. Il y en a plein, il y a énormément de gens qui souffrent d'un surplus émotionnel et ils ne savent plus où les mettre. Donc à un moment donné, le vase, il déborde. C'est ça la difficulté, c'est de réussir à se stabiliser, à réussir à prendre de la hauteur, à se détacher des événements pour prendre le recul nécessaire à. Et c'est tout un travail. Quand vous travaillez et que vous êtes, je dirais, susceptible de croiser des dizaines de personnes par jour, ces dizaines de personnes qui vont tous venir vous voir avec un état émotionnel différent, avec un état d'esprit, avec un caractère, avec une histoire de vie aussi, qui sont tous différents. Alors déjà, il faut réussir à s'acclimater à toutes ces personnes-là, il faut être un peu un caméléon pour réussir à s'adapter à toutes ces personnes-là. Et puis le vrai défi aussi, c'est de ne pas prendre toutes les charges énergétiques négatives sur votre dos, quoi. Parce que sinon, à la fin de la journée, vous êtes comme une éponge qui a aspiré autour d'elle tout le négatif et tout ce qui n'allait pas chez les gens, et à la fin de la journée, vous êtes en saturation totale. C'est là toute la difficulté des choses, et aussi la nécessité de se mettre de temps en temps dans le silence, dans le repli, de réussir à se centrer finalement, à
se centrer sur soi-même, je dirais prendre le temps de se faire du bien, de se faire plaisir, de prendre soin de soi, pour ne pas sombrer, quoi. Fréquenter des gens qui sont heureux, fréquenter des gens qui sont bienveillants. Les gens qu'on va mettre dans notre entourage, proches ou moins proches, hein, parce que vous pouvez très bien avoir des amis exceptionnels, mais que vous ne voyez pas toutes les semaines, pour autant, mais vous savez que quand vous allez les revoir, ça va toujours être formidable. Mais fréquenter des gens qui sont bienveillants et qui sont dans une énergie positive, ça va aussi vous permettre de trouver un équilibre, de réguler un peu les choses. Il faut toujours imaginer une espèce de balance, hein, finalement, entre ce qui va pas, ce qui va bien. Bon, allez, on va essayer de trouver un juste équilibre pour se mettre dans le bien-être malgré tout, puisque la polarité, elle est dans tout. Hein, il y a toujours le négatif, il y a toujours le positif, hein, ça c'est obligatoire. Mais du coup, éliminer de notre vie des personnes qui sont négatives, qui nous apportent rien, qui nous font pas grandir, qui nous font pas évoluer, qui nous tirent même souvent vers le bas, c'est aussi très positif parce que ça va nous permettre, nous, de nous élever et puis d'être encore plus à même d'aider les gens après par la suite. Donc fréquenter des gens qui sont heureux, normalement nous rend aussi heureux. Aujourd'hui dans mon métier, j'ai quand même des semaines de travail qui sont compliquées, c'est-à-dire que je vais voir des gens qui vont pas très bien en général, donc soit des personnes qui ont malheureusement vécu le deuil, soit des personnes qui sont malades, qui sont en fin de vie, parce que je suis très investie auprès des malades du cancer notamment. Je vais voir des gens qui sont perdus, des gens qui ont besoin d'être éclairés sur leur vie professionnelle, sentimentale, etc. Donc en théorie, je vois quand même beaucoup de gens qui sont dans des phases de vie compliquées, où c'est pas forcément très facile. Donc il faut pouvoir couper, quoi. Une fois que la journée est finie, il faut pouvoir couper tout ça en se disant bon allez stop, la journée elle est finie. Moi ma vie, Dieu merci, elle va bien. J'ai pas de problème particulier, en tout cas reporter aux problèmes que d'autres ont, j'ai pas de problème, tout va bien. Et voilà quoi, il vaut mieux rire. C'est pour ça que j'utilise beaucoup l'humour aussi dans mes consultations et dans ma vie en général. Je suis plutôt quelqu'un de drôle. Je laisse souvent ce souvenir de ah c'est la femme qui est drôle. Ouais, je suis assez drôle. Ouais. Il faut comprendre mon humour, bien sûr. Des fois, il est un peu tordu, j'admets, mais c'est une manière de dédramatiser. C'est une manière de dire non mais stop quoi. On va arrêter, on va trouver forcément une raison de rire. Et dans mes consultations, je le fais aussi, même si c'est parfois des choses qui sont assez graves. On va être sur un sujet très grave comme la mort ou des choses comme ça, et je vais essayer de trouver quelque chose pour désamorcer la gravité de la situation. Allez, on va rire un peu. On va rire un peu et finalement, la vie n'est pas si triste que ça. Il y a toujours quelque chose pour rire. Quand on est médium, on a aussi la capacité de clairaudience. Et là, j'aurais beaucoup de mal finalement à essayer de situer le moment où ça a commencé parce que j'ai toujours eu des voix. J'ai toujours entendu des voix. Pour moi, ça aussi, c'était normal finalement d'avoir une espèce de voix intérieure qui vous dit des trucs, qui vous donne des informations, qui vous dit attention avant de traverser la route, qui vous dit tiens, là, il va se passer ça. Pour moi, ça aussi, c'était normal pour le coup. Même d'avoir des échanges avec cette voix me paraissait complètement normal. Il a fallu attendre très longtemps pour que je me rende compte qu'en fait, il y avait plein de gens qui ne le faisaient pas. Donc pour moi, c'était une sorte de conversation avec soi-même, donc c'était pas étrange. En plus, on entend souvent notre propre voix, hein, quand on échange avec nos guides, par exemple, nos guides spirituels n'ont pas vraiment de voix à part entière qui leur appartient. C'est souvent notre voix à nous. Donc, pour moi, c'était tout à fait logique d'être en conversation avec soi-même. Pour moi, c'était pas bizarre. Là où ça a commencé à être bizarre, c'est quand on m'a dit, voilà, il va se passer ça.
et que dans l'instant qui suit, ça se passe. Quand vous faites un petit test, là c'est pareil, hein, je suis enfant à l'époque, donc on reste dans des choses qui sont très, très simples, mais j'étais par exemple à l'étage, je venais de me lever le matin, et là on me disait, aujourd'hui ta mère, elle porte un pantalon noir avec un pull rouge, et elle est habillée comme ci, elle est habillée comme ça, elle a fait ci, elle a fait ça ce matin, et vous descendez, et vous voyez que votre mère porte un pantalon avec un pull rouge. Et là, ça commence à me poser un peu questionnement, où je me dis, mais si ça se trouve, c'est quoi, d'où ça vient? Et en fait, le d'où ça vient ne dure pas très longtemps, parce que de toute façon, c'est là. Donc, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais j'entends des voix qui me disent certaines choses, et qui me disent la vérité. Et puis on grandit comme on peut avec tout ça. J'exploite pas forcément tout ce que je pourrais exploiter, parce que j'ai très peur, j'ai très très peur, j'ai pas de réponse. Les quelques réponses que j'arrive à avoir, c'est quand j'arrive à avoir accès à la bibliothèque de mes parents, ou à l'école, etc. Mais je fais très attention, parce que bon, il faut quand même faire attention au jugement des gens. Et j'ai toujours cette peur finalement d'être rejetée. À la base, tout ce que j'ai envie, c'est d'être comme tout le monde. J'ai pas envie que ça continue, j'ai envie que ça s'arrête. Parce que c'est terrible pour moi. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, j'aimerais juste avoir une vie comme tout le monde et être comme tout le monde. C'est ma grande priorité. Et du coup, je vais essayer tant bien que mal de mettre ça de côté à chaque fois. Je vais avoir une vision, je vais dire non, ça je veux pas, je vais aller dans un lieu qui est chargé, oups là, je m'en vais. J'essaie vraiment de mettre ça de côté en me disant non, mais ça doit être possible que ça s'arrête. Il doit y avoir un truc, un bouton, où on appuie dessus et c'est fini. Et pendant très longtemps, ça a été presque mon objectif. Donc, je peux pas dire que j'ai vécu ça très très bien. En tout cas, pendant la première partie de ma vie, ça a été quand même assez compliqué. Et je pense que quand on est médium, justement, on a ça, on a cette espèce de packaging là, qu'on ne sait pas quoi faire avec et pourquoi on a ça. Et ça nous bloque aussi. On devient plus anxieux, on devient plus silencieux, plus fermé. On se renferme. On a tendance à être perçus, en tout cas, comme des gens presque timides. Quand j'avais 12 ou 13 ans, à l'époque, j'étais au collège, j'étais pas super à l'aise avec moi-même, j'étais pas... Déjà, c'était l'adolescence, une super période, l'adolescence. Donc, j'étais pas très très bien dans ma peau, dans mon corps, et j'étais pas à l'aise en public, contrairement à ce qu'on pourrait croire. J'étais assez timide, et j'avais un tempérament de feu à l'époque. J'ai calmé ça avec le temps, bien sûr, mais à cet âge-là, je me disais que la meilleure défense, c'était l'attaque. Donc, dès qu'on venait un petit peu me chatouiller, tout de suite, la réaction, elle était instantanée. Mais pour autant, j'avais beaucoup de difficultés pour m'exprimer en public, pour dire les choses. J'avais vraiment un blocage là-dessus. Et au collège, ça s'est encore plus manifesté, parce qu'on était interrogé au tableau, il fallait se lever devant tout le monde, aller raconter la poésie, la leçon, ou la flûte au piano. Enfin, voilà, il fallait affronter le regard de tout le monde. Et j'avais tellement peur du jugement, et j'avais tellement peur d'être rejetée, que c'était une vraie épreuve pour moi. C'était terrible. Donc, si je savais qu'on allait être interrogé, alors moi j'étais toujours au fond de la classe, mais alors là pour le coup j'étais quasiment sous ma table en me disant elle va m'oublier, elle va m'oublier, elle va m'oublier. Et puis pas de bol, Elisabeth au tableau. Et là je sais plus rien, je sais plus. C'est quoi? On est en quelle matière là? Je sais plus qui je suis, je sais plus où je suis, je sais plus rien. Et ce jour-là, je me souviens précisément de quel cours c'était. C'était un cours d'histoire géo.
C'était avec une prof qui s'appelait Madame Innocenti, donc je me souviens très très bien. Elle m'a interrogée au tableau et elle m'a dit, voilà, tu vas nous raconter la leçon d'hier. Et en fait, je connaissais même plus mon nom, tellement j'avais peur, tellement j'étais terrifiée. Puis il y a tous les petits copains qui te regardent et tu te dis non mais moi je peux pas quoi, je peux pas. Donc je fais une prestation lamentable, voilà, je me prends un carton, une mauvaise note, retourne à ta place, c'est bon, laisse tomber, tu sais rien. Et je fais presque un malaise. Je sais même plus où j'habite, je sais même plus où est ma table, mes affaires, je suis perdue. Et ce jour-là, je vais rentrer à la maison déjeuner le midi et je vais dire à ma mère, eh ben je vais faire du théâtre. Voilà, j'ai décidé, je veux faire du théâtre. Et ma mère me dit, mais ma petite chérie, est-ce que tu vois à peu près ce que c'est du théâtre? Je dis oui, je veux faire du théâtre, c'est ça que je veux faire. Et personne n'y croyait trop, hein, parce que j'étais vraiment fermée. Et en fin de compte, je vais faire du théâtre dans cette association et ils vont devenir ma deuxième famille. Parce que déjà, à la maison, le contexte familial est un petit peu compliqué, voire beaucoup compliqué. Donc, le fait de rentrer dans cette troupe de théâtre, je vais trouver une espèce de deuxième famille qui va m'accueillir, qui ne va pas me rejeter, qui ne va pas me juger, et surtout qui va m'apprendre à m'exprimer. C'est-à-dire que c'était une grande difficulté que j'avais, et au final, c'est toutes ces années dans cette troupe de théâtre qui va me permettre de réussir à communiquer, à m'ouvrir aux gens, et puis à verbaliser en fait, à me servir de ma voix, de ma gorge, de dire les choses, quoi. Et ça, c'est un élément clé, je dirais, dans mon parcours, parce que si aujourd'hui, je réussis à m'exprimer comme ça sur YouTube ou dans des conférences ou dans des ateliers de formation, etc., c'est aussi parce que j'ai appris ça. J'avais ce point faible, j'en ai fait un point fort. Et ça m'a libérée, ça m'a permis de me dire, voilà, je sais que finalement, je peux le faire, je peux m'exprimer en public, je peux faire passer mes idées, et puis surtout, je peux peut-être aussi inspirer d'autres personnes ou être peut-être aussi la voix de tous ces gens qui n'oseront jamais le faire. Jamais de ma vie, je n'ai utilisé mes perceptions ou mes capacités pour essayer de savoir qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Je faisais de la voyance, mais sur des petites choses, voilà, sur les petits copains, les amourettes, des petits trucs comme ça, mais je me servais pas du tout de la voyance pour savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Je savais que j'avais réussi à obtenir des informations sur des années clés, mais je savais pas pourquoi, et je voulais même pas savoir, d'ailleurs. C'est pas quelque chose qui me... Non, j'avais pas envie de savoir qu'est-ce qui allait exactement se passer. Je vivais beaucoup dans le présent, déjà à l'époque, et je me disais, ça me venait même pas à l'esprit, quoi. Alors après, bien sûr, il a fallu choisir une filière, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en gros, qu'est-ce que je vais faire. Je suis une communicante, j'aime bien rencontrer des gens, je vais faire commerce. Voilà, je vais faire commerce, c'est sympa, et puis c'est comme tout le monde. Donc si c'est comme tout le monde, ça me convient très bien. Jamais de ma vie, à aucun moment, je me suis dit, je vais être médium. Jamais de la vie. Jamais de la vie. J'aurais même pas pensé à ça. Pas du tout. Pas du tout. C'était pas un plan de carrière, c'était pas un rêve, c'était pas rien du tout. Au contraire, si ça avait pu s'arrêter, que je mette ça de côté, que je le range au fond d'un tiroir et que je n'en entende plus jamais parler, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais jamais je me suis dit un jour je vais ouvrir mon cabinet, je vais commencer à pratiquer, ça va super bien marcher, il y a des gens de partout qui vont venir me voir, les gens seront contents, mais jamais de la vie, jamais de la vie j'ai pensé à ça. Pas du tout. Au contraire, si on peut rentrer dans le moule, si on peut être comme tout le monde, si on peut être accepté, si on peut nous aimer, si on peut nous donner un peu d'amour, et surtout pas nous rejeter, c'est super. Et puis finalement, la vie est pleine de surprises et d'inattendus, c'est ça qui est génial. Donc j'ai évolué comme ça,
ma médiumnité, en tout cas, a évolué. D'ailleurs, je pense que quand on est médium, enfant médium, quand on est médium à 20 ans et quand on est médium à 40, et peut-être même quand je vais être médium à 60, si Dieu me prête vie jusque-là, ça sera pas la même chose. Parce que déjà, je vois mon évolution là sur les dernières années qui est encore plus importante. On a des caps comme ça. On a des caps où il se passe pas grand-chose, où on reste sur les perceptions qu'on a. Et puis d'un coup, hop, on passe un nouveau palier, il se passe d'autres choses. On comprend aussi comment on travaille, comment on peut faire en sorte justement d'atteindre la stabilité énergétique, qu'est-ce qui se passe exactement. Et puis on creuse, quoi. On creuse, on creuse, on creuse. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Je crois que j'ai lu des bouquins et des articles, et je ne peux même pas les compter, tellement je me suis documentée là-dessus, pour réussir à comprendre un tout petit peu comment ça marche. Même si ça reste très mystérieux, et que au final, j'ai encore jamais aujourd'hui rencontré quelqu'un qui m'a dit ah bah si, t'es médium et je vais t'expliquer pourquoi tu l'es. J'aimerais bien avoir une réponse, hein. Mais j'en ai pas. Ce que je retiens, c'est que j'ai un parcours de vie qui est assez atypique au niveau professionnel, parce que j'avais beaucoup de difficultés à me trouver, avec mon caractère aussi, hein, attention, hein, je suis pas quelqu'un de super facile non plus dans une entreprise, donc j'avoue que mon caractère n'était pas forcément en phase avec mes responsables d'époque, etc. J'étais pas un élément très facile, j'étais pas maniable en fait, hein. J'étais revendicatrice, j'étais celle qui disait qu'il y avait un problème, j'étais suffisamment observatrice pour dire mais pourquoi vous faites ça, parce qu'en fait on pourrait faire ça, enfin, voilà. Donc je suis pas forcément quelqu'un de très facile à mettre dans un groupe, je le reconnais aujourd'hui, mais voilà, j'ai évolué comme j'ai pu, et je pense qu'on est tous comme ça, on évolue un peu comme on peut, avec les opportunités qui nous viennent, parfois inattendues, qui nous viennent comme ça dans notre chemin de vie, comme on dit. Et puis, à un moment donné, il y a eu un changement qui a été pour moi déterminant, je dirais, dans mon parcours. C'est quand j'ai perdu ma mère. J'ai perdu ma mère il y a une dizaine d'années. Et c'est cet événement-là qui est déclencheur d'une remise en question énorme au niveau personnel, professionnel. Enfin voilà, je crois que là, c'était l'année de mes 30 ans, donc il y a peut-être aussi ça, hein, peut-être que c'est un déclencheur aussi, mais là je me suis dit, mais en fait non, quoi. Non, stop, j'arrête tout, et il faut que je me ressente, quoi. Il faut que je me pose des vraies questions. Pourquoi ce que je fais ça marche pas, pourquoi je suis en échec, pourquoi j'obtiens pas ce que je veux, qu'est-ce que je pourrais faire pour réussir à changer, et comment je peux me mettre aussi dans l'acceptation de tout ça. Parce que c'est ça aussi, hein, ce qui est déterminant dans un parcours de médium, c'est l'acceptation de soi. Voilà, j'accepte mes capacités, j'accepte qui je suis, j'accepte ce que je fais. J'arrête de faire des trucs là en cachette, où je faisais des trucs, des petits rituels en cachette, où je lisais des bouquins de voyance en cachette, même si mon mari n'a jamais eu de jugement là-dessus, hein, ça c'est important, mais de dire à quelqu'un pendant un repas, tiens, moi je m'intéresse à la radiesthésie en fait. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le coming out spirituel, de réussir à dire aux gens, voilà, moi je suis passionnée en fait par la médiumnité, c'est un truc qui me botte. Là, on a encore peur une fois, c'est toujours le même problème, hein, vous allez me dire, mais c'est exactement ça, c'est de réussir à se dire, mais si je dis ça, si je dis que je suis passionnée d'ésotérisme, que le paranormal, ça m'a toujours parlé, que j'ai vécu des choses, etc., si je balance tout ça en plein milieu du repas, ils vont tous me regarder avec des grands yeux en me disant, mais cette fois-ci, elle a chaviré, la pauvre, quoi. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Et je crois que, au final, cet épisode de vie, aussi dramatique soit-il, a été le déclencheur d'une prise de conscience où je me suis dit à un moment donné, j'ai été toute ma vie celle que les gens avaient envie que je sois. En tout cas, c'était ma vision des choses. Je suis rentrée dans le rang, je suis rentrée dans le moule, j'ai tout fait pour rentrer dans ce moule-là.
Et ça marche pas. Ça marche pas. Parce que quand on est médium, quand on est voyant, quand on est magnétiseur, il n'y a rien à faire. Quand on doit être, on finit toujours par devenir. Et c'est quelque chose qui s'impose à nous. C'est pas un choix de vie, hein, c'est quelque chose qui s'impose. Moi, j'ai la sensation qu'on m'a prise là où j'étais et qu'on m'a placée là, en me disant, voilà, maintenant tu vas faire ça. Et au final, j'ai accepté ma médiumnité, positif comme négatif. J'ai accepté de voir, j'ai accepté d'entendre, j'ai accepté de ressentir, j'ai accepté d'aider les gens, j'ai accepté de faire cette activité pour laquelle je pense que j'étais destinée depuis le début. On pourrait croire que c'est une phase extrêmement positive, que c'est un moyen de se révéler positivement. Et en fin de compte, c'est très compliqué. C'est-à-dire que vous avez lutté pendant 30 ans pour être comme tout le monde, en faisant croire que vous étiez comme tout le monde, et qu'au bout d'un moment, vous dites, bah non, en fait, je suis pas du tout comme tout le monde. Voilà. Et là, eh ben, on repart sur la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de plein de choses. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, quoi ? Comment ça va se passer ? Donc, quand on est médium et qu'on affirme qu'on est médium et qu'on a fait notre coming out spirituel et qu'on se dit, bon bah voilà, allez, c'est bon, j'arrête de jouer, maintenant j'assume ce que je suis, vous avez toute une partie des gens qui vous fréquentaient avant qui va vous laisser tomber en disant, bon bah c'est bon, là on arrête avec elle, hein. Elle s'est envolée, la pauvre, donc on va la laisser tranquille. Vous avez par contre plein d'autres personnes qui eux aussi vont se dire, bah tiens, c'est dingue que tu t'intéresses à ça, parce que moi aussi, ça fait des années, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Et puis vous avez un troisième groupe de personnes qui vous regardent un petit peu du coin de l'œil, en se disant, attends, peut-être qu'elle va voir des trucs sur moi, du coup, et que j'ai pas du tout envie qu'elle voie. Donc voilà un petit peu, mais c'est pas forcément très très simple au début. Et moi j'avais très très peur finalement d'être rejetée par mon entourage familial et que les personnes qui sont importantes, les premières personnes d'ailleurs importantes pour moi dans ma vie, finissent par se dire, mais Elisabeth, non quoi, c'est pas possible. Et je pense aussi que quand ils ont vu et constaté surtout que j'étais quelqu'un qui était bien ancré dans la réalité, où je garde un esprit d'analyse qui est quand même assez pointu avec beaucoup de recherches, tout ce qui est lié au scientifique, au médical, etc. Je pense que ça les a énormément rassurés. Et ils se sont dit, ok, très bien, bah, elle veut faire ça, mais en même temps, elle va pas s'envoler. Et je compte sur eux aujourd'hui encore pour me remettre sur les rails si jamais je m'envole, quoi, si jamais je fais une sortie de route. Parce que je pense que dans ce domaine-là, malgré tout, c'est quand même très facile de perdre pied. C'est pas simple de faire ce métier-là tous les jours, d'être médium, c'est-à-dire l'intermédiaire entre le monde des morts, le monde des vivants, entre le monde physique, le monde éthérique. Enfin, c'est vraiment très complexe de réussir à conserver cet équilibre qui est toujours très fragile. Mais on vit dans un monde physique. Donc, on garde notre esprit d'analyse, la déduction, on essaie toujours de comprendre ce qui se passe avant d'aller dans des déductions. Et c'est aussi ça que j'ai envie d'apporter peut-être à travers mes vidéos sur YouTube, à travers mon groupe Facebook, à travers mes livres, à travers tout ça. J'ai envie de dire à toutes ces personnes finalement qui ont peut-être aussi vécu des choses ou qui ont peut-être aussi une sensibilité à certaines énergies, de leur dire, vous inquiétez pas en fait, vous pouvez très bien aujourd'hui être voyant, être médium, être magnétiseur, être énergéticien, être tout ce que vous voulez, mais en étant bien ancré dans la réalité des faits, des choses, de la vie, et vous ne serez pas considéré comme quelqu'un de complètement perché. Il y a aussi des gens qui ne sont pas perchés. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, encore une fois. Ce qui m'a aussi un petit peu contrariée, quand je me suis lancée dans cette activité-là, c'était la manière dont mon mari et mes enfants allaient vivre les choses. C'est-à-dire que je voulais pas qu'ils soient moqués, je voulais pas qu'ils soient blessés aussi par les remarques
qui pouvaient entendre, les critiques, bien évidemment. Donc, je pense qu'il y a eu un timing qui a été, encore une fois, qui a été bien fait. Moi, je me dis que la vie, c'est quand même un sacré chef d'orchestre, quoi. Les choses, elles sont super bien organisées. Et au final, aujourd'hui, moi, mes enfants, ils sont adolescents. Hein. Donc, j'en ai tellement parlé avec eux, je les ai tellement... j'ai vraiment essayé de bien présenter les choses de manière rationnelle toujours, pour leur expliquer un petit peu comment je pouvais vivre les choses, parce qu'ils sont assez curieux quand même de ça, bien évidemment, hein, c'est logique. Mais en même temps, ils ont une approche aussi très rationnelle des choses. Donc, je leur ai toujours expliqué, vous savez, vous allez dire à vos copains, qu'est-ce qu'a fait ta mère dans la vie, elle est médium. Ah, n'importe quoi. Voilà. Ils ont le droit, en fait. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas de croiser des gens qui n'y croient pas. Ça me dérange pas. Chacun croit en ce qu'il a envie de croire. Et en ce qu'il peut croire. Voilà, c'est surtout ça. Mais moi, ça me dérange pas. Chacun croit en ce qu'il veut. Je suis pas inquiétée de ça. Il y a des gens qui vont venir me voir en me disant je viens vous consulter aujourd'hui, mais j'y crois pas du tout. Ok, d'accord. Chacun son truc. Mais c'est pas pour autant que je vais rejeter ces gens-là. Non, non. J'ai des amis, des très très bons amis d'ailleurs, hein, qui n'ont pas de croyances particulières, la vie, la mort, etc. Ça va pas me poser de problème. Ça me pose pas de problème. Ils ont le droit d'avoir leurs propres croyances et de croire en ce qu'ils veulent. Moi, ça me concerne pas et que ça leur fasse le meilleur. Mais c'est pas grave, c'est pas gênant. Je crois que ma vision et ma conclusion, finalement, c'est ça, c'est de réussir à être en phase avec soi-même. Si j'avais été en phase avec moi-même bien avant, et si je m'étais acceptée telle que j'étais bien avant, mon parcours de vie aurait été certainement différent, ça c'est sûr, mais peut-être que la finalité aurait été la même. Donc je pense que c'est surtout ça qui est important, c'est de réussir à s'assumer comme on est, à ne pas être aussi si dur avec soi-même, de ne pas être si exigeant avec nous-mêmes, et de réussir à se dire, bon ben voilà, on m'a donné ça, c'est pas rose tous les jours, c'est pas facile tous les jours, mais c'est moi. Je suis comme ça. Je vais pas changer pour les gens. Je vais pas être quelqu'un d'autre. Je vais pas mentir. Et je vais pas me mentir. Je vais pas me mentir à moi. Donc, soyez en phase en fait. C'est ça que j'ai envie de dire aux gens. Soyez en phase. Si vous avez une passion, osez dire que vous avez une passion. Si vous avez une capacité X ou Y, osez dire que vous avez une capacité X ou Y. Il faut juste s'accepter tel qu'on est tous. Et c'est déjà pas mal. Des projets aujourd'hui, j'en ai plein. J'ai toujours plein de projets, mais j'ai envie de me diriger davantage sur la formation, sur les ateliers aussi que je propose à Brocéliande et ailleurs. J'avais prévu de bouger un peu, mais bon, avec les événements qu'on a traversés dernièrement, ça a été un petit peu compliqué. Mais j'ai envie de me diriger davantage sur l'accompagnement, le coaching, tout ce qui est lié vraiment à l'évolution spirituelle, personnelle, etc. En continuant de toute façon mes consultations individuelles, ça ne changera pas. Mais c'est une voie que j'ai envie d'exploiter davantage. Et puis j'ai un livre aussi qui est en cours d'écriture et il va falloir que je me penche aussi là-dessus. Mais voilà, je me presse pas, je fais les choses dans l'ordre. Et puis on verra bien ce que ça donnera. Mais je suis pas pressée. C'est pas une course. Et je me laisse un petit peu porter. Parce que quand on est médium, justement, on a des périodes comme ça où on se laisse un petit peu flotter, on attend un petit peu de voir qu'est-ce qui va se passer. Peut-être que nos guides ils vont nous faire prendre une voie que finalement, il y a encore 3 semaines, j'y pensais pas du tout, puis tiens, hop, là, ça vient d'arriver, et puis il faut que je fasse ça. Donc je suis pas très contrariée. Je me laisse un peu vivre, et puis qui vivra verra. De toute façon, il faut bien se dire que notre ligne, elle est déjà
tracé à l'avance. Hein. Donc on verra bien. Le principal aujourd'hui, c'est de prendre du plaisir dans ce que je fais et de réussir aussi à communiquer avec les gens, comme je le fais aujourd'hui à travers mes consultations, mais aussi à travers YouTube, qui est une plateforme qui est absolument géniale, où vous pouvez être vu dans le monde entier et apporter peut-être à travers certaines réponses, apporter aussi des vraies solutions aux gens pour les aider, encore une fois. Quand on est dans l'aide aux autres, ça devient pathologique, quoi. Et j'espère en tout cas que cette vidéo qui sera publiée pourra aider les gens, encore une fois, à trouver des réponses peut-être à ce qu'ils vivent quotidiennement.